Alright, ce matin, formation sur la nutrition. On va avoir quelques petits concepts de base, mais il va y avoir beaucoup quand même de time sharing. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont nommé des alternatives soit au quotidien, des recettes, ou aussi quand il arrive des imprévus, comment se pallier et tout ça. Fait qu'à la place de moi sortir des imprévus qui m'est arrivé, je veux juste qu'on share des imprévus qui sont arrivés dans les dernières semaines, puis on va pouvoir regarder ensemble ça aurait été quoi la solution qui aurait pu être apportée à travers tout ça. Fait que vraiment simple, planage de la journée, on va commencer par tout ce qui est mythe. Fait que j'en ai sorti quand même une coupe, mais là, si vous avez entendu d'autres choses des fois sur la nutrition, que vous n'êtes pas sûr, vu des choses sur Internet, mais on va aller les valider là. Ensuite de ça, on va passer par les macronutriments, métabolisme de base. On va aller vers les suppléments aussi. Fait qu'on va juste faire une petite portion au niveau des suppléments. Qu'est-ce qui est bon, pas bon? C'est quoi les bonnes habitudes avec les suppléments? C'est quoi les types de suppléments? On va aller voir au niveau des imprévus, puis c'est vraiment là qu'on va aller voir au niveau du partage aussi. À ce niveau-là, partager en groupe, fait que faire comme un cerveau collectif, un mastermind, voir qu'est-ce qu'il y a. Donc, premièrement, mythe sur la nutrition. Manger tard fait grossir. Qui a déjà entendu ça? C'est un mythe ou c'est une réalité? C'est un mythe. Manger tard le soir ne va pas faire grossir, ne va pas faire prendre de gras. La seule chose qui pourrait arriver, manger trop proche de l'heure du coucher, ça va venir impacter la qualité du sommeil. Un mauvais sommeil sur le long terme peut augmenter le stockage des graisses. Mais ce n'est pas le fait de manger tard qui va faire que le corps va stocker plus de graisse. Fait qu'il y a vraiment une distinction à faire. Si on mange un repas léger le soir, puis que ça n'a pas d'incidence sur le sommeil, bien, il n'y aura pas de problème. Si on mange un repas un peu plus lourd, c'est sûr que là, oui, ça peut venir impacter un petit peu le sommeil. Bon matin, Guillaume. C'est à 9h, hein? Faut couper tous les glucides pour perdre du gras. Qui a déjà entendu ça? C'est assez... Tout le temps, hein? Quand même assez souvent. Ça, ben, je pense que vous le savez tout. Tout le monde mange des carbs ici. Là. Fait que c'est un mythe, là, en effet. C'est pas manger des carbs, souvent, des glucides, c'est mal interprété. Parce que les gens vont penser que les glucides, les beignes, les biscuits, le sucre, tout ça, oui, c'est des glucides. Mais ça, oui, ça peut vous faire grossir. Mais le riz, les patates, je l'ai dit à pas mal de personnes, mais mange des patates blanches cuites au four, tu vas en manger en maudit avant de prendre du gras, puis tu risques de t'écœurer avant. Donc, de manger des glucides, non, vous n'allez pas prendre plus de gras. Par contre, on va avoir une petite information plus tard au niveau des différents macronutriments. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que les kétos, là, oui. que j'ai connus, qui ont tous perdu du poids, mais qui l'ont tous repris, oui. même des points bas, c'est ça, eux autres, c'est les glucides, oui. les glucides. Ils coupent tout. C'est pas une bonne diète en tout. L'origine de la diète keto, est-ce qu'il y en a qui la connaissent? Je pense que c'est pour la maladie d'Alzheimer. Ah oui? Alzheimer, je ne le sais pas. Épileptique. Hein? Pour l'épilepsie. Ah, c'est l'épilepsie. Peut-être aussi que ça a Alzheimer, mais c'était surtout pour l'épilepsie. Oui, c'est à partir de là. Ils se sont rendus compte que les gens qui faisaient des ketos avaient moins de crises épileptiques. Mais là, ils se sont rendus compte que le monde qui faisait la keto perdait beaucoup de poids. Mais tu sais, si on regarde, mettons, un Nord-Américain moyen, qu'est-ce qu'il mange comme glucides? Du pain blanc, des beignes, de la confiture. C'est sûr que si on coupe ça, le poids va descendre assez rapidement. Là, on ne parle pas de riz blanc, des patates blanches, des choses comme ça. Fait qu'il faut juste faire une distinction à travers ça. Il faut toujours manger moins pour perdre plus de gras. Avec la diète que tu m'as donnée. Voilà. Tout le monde mange moins. C'est très popularisé. Puis ça vient aussi avec cela de manger de la salade pour perdre du gras. Il n'y a rien de tout ça qui est vrai. Il faut quand même, on va le voir avec le métabolisme de base, mais si vous ne mangez pas assez, vous allez stocker plus de graisse que d'autres choses. Donc, c'est important de manger suffisamment pour fournir au corps les nutriments qu'il a de besoin. Puis aussi de le mettre dans une position qui est confortable pour qu'il puisse utiliser ses réserves énergétiques. Parce que si on met le corps sous un système de stress, en restriction calorique extrême, il va vouloir stocker des graisses pour pouvoir survivre le plus longtemps possible. C'est un système qui est primitif. C'était ça qui était dans les hommes de Cro-Magnon, quand ils chassaient le mammouth. Bien, c'est pas le temps là, qui commence à perdre du gras quand il y avait un mammouth qui leur courait après. Il fallait qu'ils utilisent un réserve énergétique. Le jeûne intermittent fait perdre du gras. Ça doit pas, C'est très, très populaire en ce moment, le jeûne intermittent. Encore là, regardons ce que le Nord-Américain moyen mange pour déjeuner. 2 toasts au beurre de pinot. C'est le régime qui mange juste du bacon. Ça, c'est le keto. Ça, c'est le keto. Mais encore là, tu sais, la base que j'essaie d'enseigner, c'est de revenir à des aliments le moins transformés possible. Keto qui mange du bacon pour déjeuner, on s'entend dessus que du bacon industriel, il y en a de la scrap dedans, là, c'est pas super.
Fait que même chose pour le jeûne intermittent. C'est pas le fait de faire un jeûne qui va vous faire perdre du poids, mais souvent, c'est que le monde va mal l'utiliser. Ils vont faire un jeûne intermittent, mais ils vont juste enlever le déjeuner, mais ils vont pas le remettre plus tard dans la journée. Fait que les calories qu'ils auraient mangées le matin, ils ne les remangent pas plus tard. Donc là, ils tombent juste en déficit calorique, ce qui est le principe de base d'une perte de poids. Fait que c'est pas le fait de jeûner, c'est juste qu'ils sont en déficit calorique. Ils auraient juste pu ajuster leur déjeuner, tomber en déficit calorique, puis tout aurait été correct. Donc le jeûne intermittent, c'est pas fait pour skipper un repas. Au contraire, il faut juste manger le même nombre de calories dans une fenêtre plus rapprochée. Donc si on a un budget de 2000 calories, il faut juste manger 2000 calories dans le budget de 8 heures, au lieu dans un budget, mettons, 12 ou 16 heures. Manger des salades, on vient de le couvrir. La viande rouge et les œufs augmentent le cholestérol. Ça, les œufs, j'en ai entendu parler dans la viande. Mais le bœuf, moi, j'en ai entendu parler. Le pourquoi il dit ça, c'est qu'il va y avoir du cholestérol dans les gras animaux. Fait que qu'est-ce qui est œufs, qu'est-ce qui est viande et compagnie. Par contre, ça uniquement tout seul ne va pas venir faire augmenter le cholestérol. Manger, style un beigne, va être beaucoup plus nocif au niveau du cholestérol que uniquement manger de la viande rouge. Parce que ce qui va faire augmenter beaucoup plus le cholestérol, ça va être les gras trans mélangés avec du sel et du sucre. Pas mal la combinaison d'un beigne. Ce qui va être la même chose aussi là, au niveau de la glycémie et compagnie. Le sel, ça fait augmenter le cholestérol? Mélangé à d'autres. Le sel uniquement, non. C'est comme, exemple, le sel et l'hypertension. Il faut faire attention parce que si on met plus de sel dans le repas, on va faire plus de pression. La pression va augmenter. C'est pas vrai. Le sel uniquement nous on prend, un sel de table, qu'on rajoute, ne va pas faire augmenter la pression. Le sel, sodium contenu dans les aliments transformés, combiné avec des gras trans, avec du sucre, va faire augmenter beaucoup plus la pression. Attends, c'est pas le Saint Graal de la nourriture industrielle, ça? Genre de Oui. dessus? En plein ça. Mais si on regarde encore une fois, style 1950 versus 2024, j'ai pas l'année précise, là, mais avant, les aliments transformés constituaient environ 10 à 15 de leur alimentation quotidienne. Rendu en 2024, c'est au-dessus de 50 que ça constitue notre alimentation quotidienne. Donc, c'est vrai, parce que quand j'étais jeune, moi, je me souviens pas qu'il y avait autant de... Il n'y avait pas autant de problèmes de santé auparavant. Il y avait 50 millions de choix de biscuits, puis on les faisait à la maison, tes biscuits. Voilà. Fait qu'il y a une grosse différence au niveau de la qualité de l'alimentation qui a changé au courant des années. C'est pour ça, encore une fois, que le premier principe de base, on revient avec des aliments non transformés. Le moins transformé possible, du moins. Y a-t-il d'autres mythes que vous avez entendus ou d'autres choses que vous avez entendues que vous n'êtes pas sûr? J'ai sorti les plus populaires. Mais s'il y en a d'autres, puis si jamais vous pensez à d'autres choses là, durant la formation, juste lever la main, on va pouvoir les couvrir aussi. Puis s'il y en a d'autres au courant des slides, juste le dire, puis on va... Ouais. Moi, j'en ai une question, c'est peut-être pas un mythe, tu vas peut-être y revenir. Les légumineuses, Ouais. c'est-tu bon d'en manger? Est-ce que ça peut remplacer la viande? Ou... Ça, on va en reparler un peu plus en détail plus tard. C'est rien de mauvais, mais ça peut être nocif aussi, ça dépend des personnes. Mais ça, on va y revenir un petit peu plus tard au niveau des protéines. Bon matin. Maintenant, le BMR, métabolisme de base. Basal Metabolic Rate en anglais. Par quoi que le métabolisme de base est influencé? Il y en a qui ont des idées. L'activité physique. Oui. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une idée? Quand tu manges pas ta musculation, Oui. quand tu manges pas toutes tes calories dans la journée. Non. On parle vraiment du métabolisme de base. La génétique peut ça avoir une influence? Il peut avoir une influence. De plus en plus, la science commence à, justement, essayer de prouver ce pattern-là de modification génétique. Comme quand? Oui. Il va y avoir une différence. Est-ce que l'âge? Très petit impact. Comparé à ce qui est popularisé, très petit impact. Ce qui va influencer, on l'a dit. Vas-y. Ça change de vie, ça. Ça va dépendre. Ça dépend surtout au niveau des hormones, mais oui, ça peut avoir une petite influence. Mais encore là, pas une aussi grosse influence qui est popularisée le quotidien. Donc, les facteurs, on l'a dit, au niveau de la masse musculaire. Plus qu'un individu va avoir de la masse musculaire, plus que son métabolisme de base va être haut. Ensuite de ça, activité physique, c'est ça. Plus quelqu'un qui est actif, plus son métabolisme va être rapide. Même au repos, il va avoir un métabolisme plus actif parce que souvent, une personne qui est plus active va avoir plus de masse musculaire et moins de masse adipeuse, donc un métabolisme beaucoup plus rapide. Homme-femme va avoir une énorme différence. Ensuite de ça,
au niveau du stress. Le stress va avoir un énorme impact aussi sur le métabolisme de base. Quelqu'un qui est tout le temps stressé, que c'est un stress qui est constant et continu, même des fois anxiété généralisée, des choses comme ça, va avoir un impact sur le métabolisme de base. Au niveau du sommeil, ça va avoir un gros impact. Quelqu'un qui dort très peu, voire pas beaucoup, que la qualité du sommeil n'est pas bonne, va avoir un énorme impact aussi au niveau du métabolisme de base. C'est les principaux facteurs qui vont venir influencer. Au niveau des calories, c'est là qu'on peut venir moduler le métabolisme. Dans le sens que le corps va s'adapter à ce qu'on lui fait subir, tout le temps. Tu sais, des fois, vous avez peut-être déjà connu du monde qui s'entraînait comme des athlètes, puis tu es comme, ben voyons, comment il fait? Le corps s'est habitué. Il n'est pas passé de 0 à 100, ça a pris un certain temps à s'habituer à ça. Qu'est-ce qui est le métabolisme de base? C'est vraiment les calories que le corps va brûler pour maintenir ses fonctions vitales au minimum, pour survivre au final. Donc, le métabolisme de base, c'est pas calculé avec l'activité physique quotidienne, c'est vraiment le corps au repos, combien de calories il va brûler. Fait que si je resterais couché dans mon lit toute la journée sans bouger, comment que mon corps va brûler de calories pour respirer, que le cœur batte, que la digestion fasse effet, que le cerveau fonctionne. Et, je ne sais pas, peut-être moins en ce moment, quelqu'un qui a tout le temps froid aux doigts, aux pieds, souvent c'est quelqu'un qui va avoir un métabolisme de base très lent. Parce que le corps va ramener la chaleur au niveau des organes internes pour pouvoir survivre, encore une fois, le plus longtemps possible. Ça peut être des signes, de la fatigue extrême, ça va être un signe aussi. Donc, tout ça peut donner des indices au niveau du métabolisme de base. L'adaptation métabolique over time, c'est un petit peu ce que je parlais au niveau des calories. Le métabolisme va s'adapter en courant de route. Donc, c'est pour ça aussi que quand on fait une perte de gras, on ne peut pas faire une perte de gras de 28 semaines. À un moment donné, il faut donner une pause au corps pour réaugmenter le métabolisme un petit peu, puis ensuite de ça, continuer la diminution calorique. Donc là, il va avoir un gros impact aussi. C'est la même chose, quelqu'un qui mange très peu de calories sur une période trop prolongée, il peut se passer ce qu'on appelle un crash métabolique. Crash métabolique, ça veut dire que le métabolisme, il crache, puis il n'y a plus rien à faire. Un crash métabolique, ça peut être très difficile de revenir de ça. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans à revenir. Ça ne se repart pas comme ça. Ça ne se repart pas comme ça. On s'entend, c'est pas un moteur. C'est tout comme, mais pas exactement. Donc, c'est pour ça que je mets beaucoup d'emphase sur manger suffisamment au-dessus du BMR pour ne pas venir dans un crash métabolique. Les meilleurs exemples que je pourrais donner, c'est des athlètes de bodybuilding des fois. Surtout chez les femmes. Les femmes qui font des classes de bikini et compagnie, des fois peuvent arriver proches de compétition à manger 500-600 calories par jour. C'est vraiment très peu. Mais parfois, après les compétitions, par exemple, ils vont reprendre un 100 livres d'une shot. En 3 semaines, ils peuvent reprendre 50 à 100 livres. Quelqu'un qui a vraiment un gros problème, ça peut être extrêmement rapide, c'est super mauvais pour le corps. C'est pas nécessairement qui est santé d'ailleurs. Mais c'est les plus gros impacts, mettons, qu'on va voir au niveau de l'adaptation métabolique. Y a-t-il des questions par rapport au BMR? Ça va? Les macronutriments maintenant. Là, on va aborder aussi au niveau des protéines végétales. Donc, protéines, c'est le premier macro qu'on va voir. C'est un des macronutriments les plus importants. Puis c'est un des 2 macronutriments aussi dits essentiels. Donc, c'est les principaux bâtisseurs réparateurs des tissus du corps, que ce soit muscles, tendons, tissus tendineux, organes. Tout ça, ça va être au niveau des protéines que ça va jouer. C'est pour ça qu'on met beaucoup l'emphase sur les protéines. C'est le macronutriment le plus important. Ça va participer aussi à la production d'enzymes et de certaines hormones. Pas de tous les hormones, on va voir aussi les autres macronutriments qui sont importants. Et finalement, bon pour le fonctionnement du système immunitaire. Quelqu'un qui mange très peu de protéines va avoir une masse musculaire très faible, donc un métabolisme de base beaucoup plus faible, donc un système immunitaire beaucoup plus faible aussi. Si vous avez mangé un macronutriment dans votre journée, ça serait des protéines. C'est le macronutriment qu'il faut vraiment se concentrer le plus possible. En termes de quantité, au minimum 1 gramme par livre de poids corporel. Donc, je pèse 150 livres, je mange 150 grammes de protéines. 100 grammes de poulet va contenir entre 20 et 30-35 grammes de protéines. Fait que ça ne veut pas dire que je mange 100 grammes de poulet, j'ai 100 grammes de protéines. Une petite différence à ce niveau-là. Au niveau de leur composition, les protéines sont composées d'acides aminés qu'on appelle. Vous avez peut-être déjà entendu les EA, les BCAA, des choses comme ça en entraînement qui sont des acides aminés. C'est ce qui vient composer des protéines. Il y a 9 acides aminés essentiels sur 20. Donc, il y a 20 types d'acides aminés qui existent. Il y en a 9 qui sont vraiment dites comme essentiels au niveau du bon fonctionnement du corps pour la reconstruction de la masse musculaire. C'est là qui est intéressant. On va en reparler au niveau des suppléments. Mais les EA, c'est pour ça qu'ils vont être supérieurs aussi aux BCAA.
parce que c'est eux autres qui vont venir contenir les 9 acides aminés versus les BCA qui en ont juste 3, qui sont non essentiels. Au niveau des protéines animales versus végétales, pourquoi il y a une différence? Premièrement, le nombre d'acides aminés. Les protéines végétales ne vont pas être considérées comme étant des protéines complètes, qu'on appelle. Donc, vont manquer certaines chaînes d'acides aminés. L'impact que ça va avoir, c'est qu'ils vont être beaucoup moins assimilables par le corps. Le corps va en assimiler beaucoup moins. Donc, quelqu'un qui mange uniquement d'une diète végétarienne, végétalienne, on va augmenter l'apport calorique à 1,5 à 2 grammes par livre de poids corporel pour avoir la même assimilation que quelqu'un qui mange des protéines de source animale. Comment qu'on peut faire aussi au niveau végétal, ça va être de varier les sources de protéines. Donc, si on mange uniquement du soya, ça veut dire qu'on mange uniquement tout le temps les mêmes acides aminés incomplets. Donc, d'aller combler avec pois chiches, des fèves, des choses comme ça, du tempeh, qui est aussi en fait du soya, mais qui va être développé un petit peu, pour venir compléter nos chaînes d'acides aminés et donc renforcer l'assimilation du nombre de protéines dans une journée. C'est la principale différence entre animal versus végétal. Sinon, au niveau des provenances, bien, tout ce qui va être viande, volaille, poisson, fruits de mer, produits laitiers, œufs au niveau animal. Au niveau végétal, ça va être tout ce qui est noix, légumineuses, tofu, certains grains. Pourquoi j'ai mis tofu avec un astérix? Le tofu, c'est du soya. Et à faire attention. Parce que souvent, en tant que végétarien, végétalien, beaucoup vont se tourner vers des alternatives qui vont contenir du tofu. Mais encore là, le principe de base numéro 1, manger le moins d'aliments transformés possible. La fausse viande hachée, je ne sais plus comment ils appellent ça. Là. Il y en a qui font des sauces à spaghetti avec ça. Ça ressemble un petit peu à la viande hachée. Là. Ça a un nom. J'ai TFL dans la tête, mais c'est pas ça. Là. Je pense que c'est ça, TPV. PVT. Protéines végétales. Transformées. Ouais, pas OK, PVT. Donc, c'est juste à faire attention à ça parce que le soya, au Québec et ailleurs aussi, a subi beaucoup de transformations génétiques pour être plus résistant aux intempéries et aux maladies, insectes et compagnie. Ce que ça fait, c'est que le soya et tout ce qui est protéiné de soya va contenir beaucoup de ce qu'on appelle de xénoestrogènes. Les xénoestrogènes, c'est quoi? C'est des estrogènes contenus dans le soya. Ça peut être contenu aussi dans les produits ménagers, dans les produits de beauté, dans les contenants de plastique. Un xénoestrogène, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir prendre la place sur un récepteur estrogénique dans le corps. Sauf que ça n'a aucune action estrogénique. Donc, le corps le reconnaît comme un estrogène, donc va diminuer sa production d'estrogène, mais le xénoestrogène n'a aucun impact. Il ne fait rien. Donc là, finalement, on arrive avec un débalancement hormonal dû au xénoestrogène. Fait que ça va faire attention. C'est pas à éliminer complètement, mais au moins à réduire les sources. Là, je ne pourrais pas toutes vous les nommer. Ça se trouve super facilement sur Internet. Vous regardez, produits avec xénoestrogène, c'est rendu super populaire. Fait que ça va sortir toutes les marques et compagnies, surtout qui contiennent des xénoestrogènes. Puis ça serait de faire attention à ça. Ensuite de ça. Donc, le lait de soya, ça rentre dans cette catégorie-là. Ça rentre dans cette catégorie-là. Oui. J'ai vu un autre chien, je pense. Ensuite de ça, les lipides. Deuxième macronutriment dit essentiel. C'est une des principales sources d'énergie du corps. Ça va aider aussi à l'absorption des vitamines liposolubles, celles des vitamines D. C'est des vitamines qui sont solubles dans le gras uniquement. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher des lipides. Ensuite de ça, ça aide au niveau de la formation des cellules, la formation des membranes cellulaires à travers le corps. Pas mal toutes les cellules à travers le corps vont contenir des lipides. Et ça participe énormément à la production d'hormones. Au niveau des lipides, d'avoir minimum un 20% de votre apport calorique quotidien en termes de lipides. Encore là, petite différence, quelqu'un qui est sur des remplacements d'hormones, quelqu'un qui fait des produits anabolisants, n'a pas respecté ce ratio-là parce qu'il va chercher des hormones exogènes de l'extérieur. Mais de manière générale, au minimum un 20% pour maintenir un bon niveau hormonal et un bon équilibre hormonal aussi à travers le temps. Ça va être super important. Leur composition, ils vont être composés de molécules appelées acides gras, donc polyinsaturés, monoinsaturés et compagnie, et de glycérol. Ils peuvent être insaturés, monoinsaturés, polyinsaturés ou trans. Y a-t-il quelqu'un qui a une idée? Quelle est cette molécule-là? Super facile à savoir. Elle est très populaire. Très diabolisée. C'est le gras de trans en question?
C'est le cholestérol. Ah, c'est cholestérol. C'est pour ça que je dis qu'il est quand même très diabolisé. Au niveau des types de lipides, donc les gras monoinsaturés, on va avoir, je pourrais les passer un par un, l'huile d'olive, l'huile de canola, avocat, amande, noisette, noix de cajou. Tout ça va contenir des gras monoinsaturés. D'ailleurs, c'est pas parce que, exemple, amandes vont contenir, oui, des gras monoinsaturés, mais vont contenir aussi certains gras polyinsaturés. Donc, c'est pas parce qu'il y a un aliment qui contient des monoinsaturés qui contient uniquement des monoinsaturés. Au niveau des acides gras polyinsaturés, on va avoir l'oméga 3, donc tout ce qui est poisson gras, saumon, maquereau, sardines, graines de lin, les noix. Juste, petite différence là ici, petite précision en fait, au niveau des oméga 3, le poisson versus le saumon versus c'est le maquereau, sardine. On le sait tous, il y a du mercure dans nos océans. Plus un poisson est gros, plus il va consommer de mercure, parce qu'il va venir consommer. Donc, de privilégier des oméga 3 de provenance de petits poissons va être meilleur pour la santé. Souvent, ça va être la différence qui va être dans les oméga 3 à petit prix versus des oméga 3 qui valent plus cher. La provenance de l'huile qu'ils vont utiliser. Si on regarde, mettons, la NIH qu'on a en avant, la ATP Lab, la Believe Supplément, souvent vont utiliser soit sartisine, maquereau, vraiment des plus petits poissons pour extraire leur huile versus une classique Jameson, souvent ça va être de l'huile de saumon. Parce que ça coûte beaucoup moins cher, tu en as beaucoup plus par poisson. Par contre, la qualité de l'oméga 3 utilisée est vraiment inférieure. Ensuite, on va avoir tout ce qui est oméga 6, huile de tournesol, huile de maïs, graines de chia, huile de soya. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée pourquoi on supplémente en oméga 3 versus en oméga 6? Il n'y a pas une balance à avoir entre les oméga 3 et les oméga 6. Yes, en plein ça. La balance normale pour ne pas avoir trop d'inflammation à travers le corps, ça serait du 1 pour 6. Donc, 1 oméga 3 pour 6 oméga 6. Actuellement, selon encore une fois la diète moyenne du Nord-Américain, on est à 1 pour 13 à 1 pour 15. Donc, on est vraiment off-scale présentement. C'est pour ça qu'on va aller supplémenter beaucoup plus en oméga 3, ce qu'on dit qu'il va venir faire diminuer l'inflammation à travers le corps, pour faire diminuer un petit peu le ratio. Ensuite de ça, acides gras saturés, beurre, huile de coco, huile de palme, viande, produits laitiers. Donc surtout, qu'est-ce qui est de provenance animale va contenir des gras qui sont saturés. Les gras saturés sont importants. Les gras saturés vont être un des premiers précurseurs au niveau du système endocrinien, au niveau du système des hormones. Donc, il faut en consommer. Ça, c'est sûr. C'est ce qui va aider de maintenir un bon taux hormonal. C'est d'ailleurs la plus grande, je dirais, famille de lipides qui va produire des hormones. Et finalement, on a les acides gras trans. Puis si on peut voir, tous les acides gras trans, c'est des acides gras transformés. C'est tout ce qui va être transformé. Un gras ne devrait pas être solide à température ambiante. Donc, tu sais, la graisse Crisco, la margarine, tout ça, c'est tous des gras qui sont hydrogénés qu'on appelle. Donc, il y a des molécules d'hydrogène qui ont été injectées dans la transformation, ce qui les rend en acides gras trans. Quand tu dis pas de système industriel, ce qui se passe par rapport à la boulangerie, ce qui se fait à la boulangerie, ça rentre là-dedans aussi? Non. Okay. Parce qu'une boulangerie, disons, typique, exemple, je vais prendre les Yamaska Café qui font faire, je pense, avec Aroma, qui font vraiment des croissants à partir de beurre. Ça, c'est gras saturé. OK. Ça, c'est un gras saturé. Par contre, pour réduire les coûts dans la pâtisserie industrielle, qu'est-ce qu'on utilise? Graisse Crisco, margarine, des gras hydrogénés, parce que le coût est vraiment moindre. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment quelqu'un qui fait ses croissants maison va avoir beaucoup moins d'impact. Encore là, 1950 versus 2024. Qu'est-ce qu'on utilisait en 1950? On utilisait du beurre. C'est ce qu'on avait sous la main. Le Crisco, peut-être qu'il existait, mais devait coûter vraiment plus cher que le beurre. Maintenant, c'est le contraire. Alors, fait que ça explique pourquoi en France, tu vas à la pâtisserie à tous les jours, aucun problème, il y a une mince comme ça. Oui, il y a une différence. Il y a une bonne différence au niveau de la qualité de l'alimentation. Exemple, pourquoi ici on diabolise le riz? En Chine, ils mangent du riz à chaque repas. Puis, voilà. Il y en a, oui, il y en a des Chinois overweight, mais il y en a pas mal moins qu'aux États-Unis, par exemple. Mais pourtant, ils mangent du riz à chaque repas. Mais ils mangent beaucoup moins d'aliments transformés, puis ils vont manger du riz blanc, là, du riz. Donc, ça aussi, ça a une grosse différence. Fait que c'est important, des fois, de regarder à travers aussi qu'est-ce qui se passe, puis de dire, OK, pourquoi eux autres sont comme ça, mais nous autres, ici, on diabolise le riz. Mais finalement, c'est parce qu'on diabolise souvent le riz de la manière qu'il est préparé. C'est sûr que si on se fait un riz frit avec du beurre et compagnie dedans, pas meilleur des idées, là. Mais
c'est très différent. Même chose avec les pâtisseries industrielles. Pas mal, quasiment juste ça qu'on a au Québec. On a très peu de petites pâtisseries, petites boulangeries. C'est souvent du gros industriel. Le métro, c'est la même affaire. Les épiceries, c'est la même affaire. C'est toutes des pâtisseries industrielles. Donc, ils vont contenir beaucoup de gras trans dans la composition. Oui. Oui. Pas nécessairement. Pas nécessairement. C'est-tu quelque chose que tu avais entendu? C'était quoi la... Parce que c'était comme si tu laisses dans le les propriétés alimentaires sont à l'intérieur. Premièrement, la mastication, puis deuxièmement, l'acide de l'estomac va s'en occuper. Ça, il n'y a pas de problème. Et finalement, les glucides. J'ai bien trouvé drôle mon petit meme que j'ai trouvé sur Internet. C'est une des principales sources du corps au niveau de l'énergie, principale source d'énergie pour le corps. Pourquoi? Parce que c'est la plus facile à utiliser. C'est elle qui va rentrer le plus facilement au niveau de la circulation sanguine, puis qui va être le plus facile à aller chercher pour le corps. C'est le plus grand consommateur de glucose est le cerveau. Pourquoi je parle de glucose? Parce que le corps, si on mange des sucres, des glucides qui sont dits complexes, donc qui contiennent plusieurs molécules, va tout le temps le décomposer en fonction de glucose pour qu'il soit assimilé. Donc le corps va assimiler tout le temps du glucose. Contribue aussi à la digestion, au maintien d'un bon transit intestinal, parce que les fibres entrent dans la catégorie des glucides. Donc les fibres vont rentrer dans une catégorie de glucides. C'est pour ça qu'on peut voir des fois sur certains étiquettes là, NutriFact, ils vont donner, mettons, la portion en glucides, puis en dessous, il va y avoir une deuxième ligne, quantité de fibres contenues. C'est pour faire la différence, de dire, OK, bien, mettons qu'il y a 30 grammes de glucides, mais il y a 15 grammes de fibres. Au final, il y a 15 grammes de glucides dedans, parce qu'il y a un 15 grammes qui est en fibres. Et il s'agit du seul macronutriment qui est dit non essentiel. Vous avez bien entendu, ce n'est pas un macronutriment essentiel. Le corps, si vous ne mangez pas de glucides, peut survivre. Parce qu'il va avoir un processus qui va embarquer, et puis on n'embarquera pas dans le cycle de Krebs et compagnie, mais il va avoir un processus qui va embarquer qui va détruire certains tissus adipeux et musculaires pour produire du glucose par lui-même et donc survivre. Donc le corps va quand même utiliser du glucose pour survivre, mais par un autre système qui va aller chercher ses ressources énergétiques. C'est pour ça que le keto aussi est popularisé, parce que le monde se dit « Ah, ben là, si on donne plus de glucides, il va piger dans mon gras. » Non, pas nécessairement. Il peut aussi piger dans le muscle. Qu'est-ce qui est plus difficile à aller détruire? Il va aller le détruire. Encore là, il cherche la facilité pour survivre le plus longtemps possible. Si c'est trop difficile, il n'ira pas le chercher. Je pense que j'en parle un petit peu plus tard. Ouais. On voit la composition. Donc, il va être composé de molécules de sucre appelées monosaccharides, donc glucose en particulier. Ils peuvent être composés de disaccharides, donc 2 monosaccharides liés, ou de polysaccharides d'une chaîne de monosaccharides, donc de plusieurs sucres reliés ensemble. Ici, ça va être surtout au niveau des amidons et des fibres alimentaires. Donc, polysaccharides, amidons de pommes de terre, riz, pâtes, pain. Juste faire ici pâtes et pain, tout dépendant c'est quoi la qualité, encore une fois. C'est sûr que si c'est du pain blanc transformé style gadois, c'est pas la meilleure des sources. C'est un pain multigrain artisanal, c'est autre chose. Et il va y avoir le glycogène qui est stocké dans les muscles et le foie. Et sinon, il va y avoir tout ce qui est fibres alimentaires, donc des légumes, qu'est-ce qu'on parlait un petit peu plus tôt. Après ça, il va y avoir les disaccharides, donc qui est le sucrose, ce qui est sucre de table, sirop, sucre bonbon, le lactose et la maltose, et finalement les monosaccharides, qui est le glucose, fructose, galactose. Là, pourquoi on va un petit peu moins dans ces glucides-là, puis qui sont un petit peu moins conseillés, c'est au niveau de la rapidité. C'est un sucre simple, donc le corps, tu le manges, il va l'utiliser immédiatement. Il va le processer super rapidement. Ce qui fait que la glycémie va monter un petit peu plus rapidement. Parce que dès qu'on le mange, il va rentrer dans la circulation sanguine. Versus les disaccharides et polysaccharides, le corps a besoin de les décomposer en sucre simple, en glucose, pour qu'ils puissent intégrer la circulation sanguine. Donc, il va prendre plus de temps en fait, et donc la glycémie va monter moins rapidement. C'est pour ça qu'un diabétique, on lui demande de couper tout ce qui est pas mal ici. Là. Qu'est-ce qui est miel, sucre, sirop, bref, tout ça. J'ai entendu dire que les fruits, c'était moins pire parce qu'il y avait des fibres avec quand ils mangent. C'est ça. Okay. C'est un petit peu moins pire. Ça dépend quel fruit. Parce que, encore là, tout dépendant de la composition des fruits, il va y avoir une différence aussi. Plus, mettons, de fructose en tant que tel,
Une pomme, une poire, il n'y a pas énormément de fibres à l'intérieur. Il y a quoi? Il n'y a pas beaucoup de fibres? Dans une pomme ou une poire, il n'y a pas énormément de fibres à l'intérieur. Non. Une banane non plus. C'est ce qui va. Une banane, c'est assez haut en termes de glucides, très pauvre en termes de fibres. Qu'est-ce qui va être moins haut en termes de fruits? C'est les petits fruits, qui sont un petit peu moins caloriques. Mais oui, c'est sûr qu'un fruit va être moins pire que si on prend juste du fructose. Parce que là, il doit être encore une fois décomposé pour être assimilé. Ça a filmé ça encore? Je viens de le remettre. OK. On avait pas. Y avait-il des questions par rapport à ça? Le sirop d'érable, faisais-tu partie du fructose? Sirop d'érable, c'est une bonne question. Je ne m'en rappelle plus par cœur. Il faudrait regarder. Ah, tiens, en passant. Oui. En choisir entre un fruit et une patate, c'est mieux de choisir la patate. Ça dépend. OK. Ça dépend, mais Quand tu es en activité sportive. la patate. La patate, c'est sûr que c'est En activité sportive, là, j'irais plus vers le fruit. Ouais, Ah, donc, OK. t'as besoin Quelque chose de rapide. Plus rapide, voilà. Ah, ouais. On a besoin d'énergie rapide. On veut de l'énergie rapide. Je pense que c'est avec toi, Larissa, qu'on avait pris des glucides en poudre durant tes journées de sport. Non, on l'a pas fait. On l'a pas fait? C'était avec toi? OK. Quelqu'un, mettons, qui a, je sais pas, qui fait des tournois de volley, des tournois de deck, des choses comme ça, des fois, des games de hockey, on peut avoir ce qu'on appelle des glucides en poudre. Donc, c'est un supplément qu'on met dans l'eau. C'est des glucides en poudre, puis ça s'assimile ultra rapidement. Ça peut être utilisé rapidement par le corps. Donc, au lieu de tout le temps prendre de la caféine, donner plus de caféine, bien, on va juste se tourner vers un glucide en poudre, puis ça va plus rapidement. Ou sinon, c'est pour ça que les coureurs de longue distance, ils prennent des gels des choses comme ça parce que ça s'assimile super rapidement. Là, de prendre une patate, ça serait pas l'idéal parce que ça serait lourd, mettons. Tu peux te traîner, tu te fais une purée de patates, là, tu mets ça dans un tube, puis... Dans les trucs que je fais, il y a des affaires de même. Ah, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a qui l'ont déjà essayé, mais à cause des amidons contenus, un amidon va être vraiment plus long à digérer. Petite expérience personnelle. Riz basmati, riz à sushi. J'aime beaucoup le riz de collant. Il y a un moment donné, je suis parti sur un trip, je vais manger du riz à sushi. J'ai pas pensé à l'amidon contenu, j'ai pris du livre en 3 jours. Parce que j'ai tellement mangé de riz, puis il y avait tellement d'amidon que j'ai fait de l'eau. J'étais rendu une ballonne d'eau en 3 jours, j'avais pris 10 livres. Fait que l'amidon contenu dans le nutriment va avoir aussi un gros impact quand même. Fait que juste faire attention à ça. Tu sais, quand tu rinces ton Ouais. riz, là, il est comme toute blanche, là, c'est ça l'amidon? Ça va être une petite partie de l'amidon, oui, parce que durant la transformation, tu ne veux pas, il va y avoir des grilles de rein qui vont être broyés et compagnie. Puis c'est bien de le rincer parce que le riz, il a été traité, il n'y a pas d'enveloppe. Fait que c'est comme, mettons, manger une pomme. Les pommes sont moins lavées que le riz, là, mais le riz, il peut avoir traîné à terre. Fait que c'est pour ça que c'est. C'est ça, il n'est pas. C'est pas super, c'est pour ça que c'est important de le rincer. OK, mais attends, l'amidon, c'est pas justement un polysaccharide. L'amidon, c'est pas un polysaccharide. Oui. OK, mais comment ça fait prendre du poids? C'est parce que j'en ai mangé beaucoup. OK. Je mange environ 900 grammes de riz par jour. Fait que 900 grammes de riz à sushi par jour, il y avait beaucoup d'amidon. Fait que ma digestion a pris vraiment beaucoup de retard, puis c'était vraiment pas facile à digérer. Fait que j'ai juste enflé. C'était vraiment plus difficile à digérer. Au niveau des suppléments maintenant, il y a 3 grandes catégories de suppléments, personnellement, que je vais catégoriser. Là. Il n'y a rien de scientifique, ça c'est vraiment mon opinion. Les suppléments au niveau santé générale, les béquilles puis les bonbons. Donc, santé générale, ce qui va être magnésium, vitamine D, zinc, oméga 3, vitamines minéraux au final, qui peuvent être essentiels tout dépendant des conditions des personnes, tout dépendant des besoins à ce niveau-là. On va avoir aussi, j'ai rajouté la glutamine. C'est un acide aminé qui va aider au niveau du support du système immunitaire. Comment ça va aider à ce niveau-là? Ça va aider au niveau du système digestif, avoir une bonne santé digestive. C'est connu dans la science et autres que le système digestif, un bon système digestif en santé, c'est comme un deuxième cerveau. Ça va avoir une meilleure santé, la personne va avoir une meilleure santé immunitaire. Donc, ça aide au niveau de la gestion, ce qui aide au niveau au système immunitaire. Ensuite de ça, tout ce qui est béquille, donc ce qui peut être plante adaptogène pour le stress, l'anxiété, des choses comme ça. Exemple, en ce moment, on s'en va plus en automne, dépression saisonnière. Il y a quelques clients que maintenant on utilise des suppléments pour les aider à travers une dépression saisonnière parce qu'ils savent que c'est un pattern à chaque année qui est un petit peu plus difficile à overcome. Au niveau de la digestion aussi,
il y a certains suppléments qu'on peut venir utiliser. Pourquoi je mets un astérix? Parce que c'est pas des suppléments qu'on veut garder. Tu sais, il y en a beaucoup qui disent « Ah, moi, je prends des enzymes digestives à chaque jour, puis je prends des... j'ai plus le nom du médicament dans la tête, là, pour calmer les reflux gastriques. » Mais ça, c'est des solutions temporaires qui sont malheureusement utilisées de façon permanente. Mais s'il y a un problème là, c'est parce que là, on ne travaille pas le trigger. On travaille juste le symptôme. Mais qu'est-ce qui cause ça? Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention au niveau des suppléments, des plantes antalgènes pour le stress, le sommeil, la digestion, tout ça. Mais qui peuvent être intéressantes, par contre, pour utiliser comme béquille, le temps que la situation s'améliore, se règle, ou comme que je disais, au niveau, mettons, de dépression saisonnière, de l'utiliser dans ce laps de temps-là, puis ensuite de l'enlever. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est supplément bonbon? Donc, qu'est-ce qui va être pré-workout, EA, créatine, nootropics? Donc, tous des suppléments qui ne sont pas essentiels, mais que n'importe qui pourrait prendre. Il n'y aura aucun tort, il n'y aura pas d'effet négatif, à part si on prend le pré-workout, trop de caféine dans une journée. Là. Mais c'est vraiment simple à chacun, puis tout dépendant de ce que vous voulez. C'est simplement qu'il y a un coût relié à ça. Et le coût, vaut-tu vraiment le bénéfice qu'on va aller chercher? Ça dépend des personnes. Les EA, tantôt on en parlait au niveau des acides aminés. Les EA peuvent être intéressants pour augmenter la synthèse de protéines et la construction de masse musculaire. Par contre, encore une fois, créatine, c'est la même chose. Si la personne ne fait pas à 110% son plan d'entraînement, que sa nutrition n'est pas parfaite, que son sommeil n'est pas parfait, ça ne sert à rien d'aller chercher une créatine à 80$ puis un EA à 60$. Parce qu'il y a d'autres choses à venir optimiser avant. Tu sais, je vais donner un exemple un peu plus extrême. Quelqu'un qui fume 2 paquets par jour et qui me demande, je peux-tu prendre des EA, ça va-tu être bon? On va dire, arrête de fumer, ça va être meilleur que de prendre des EA. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter de regarder trop micro et regarder un petit peu plus macro à ce niveau-là. Qu'est-ce qui peut être intéressant, par exemple, si vous voulez faire des essais et vous êtes un peu curieux? Les nootropics. C'est une catégorie de suppléments que j'aime beaucoup, que j'utilise personnellement quand je veux travailler et je veux être un peu plus productif. Les nootropics, ça va aider au niveau de la concentration, au niveau de la fonction cérébrale. Il y a beaucoup, ça a été popularisé avant, beaucoup plus chez les gamers. Les gamers en prenaient beaucoup pour être plus concentrés durant leur tournoi, leur game et compagnie. Mais les nootropics peuvent être très intéressants pour, mettons, l'extrême d'un nootropic, les vivances. Mais là, on est vraiment dans un autre monde. Mais sinon, mettons, comme le Lion's Mane, qui est un champignon, va aider au niveau de la concentration. La L-tyrosine va aider au niveau de la concentration. Fait que de prendre ça pour une journée de travail, il n'y aura aucun effet néfaste, puis la concentration va être vraiment plus élevée. Donc, quelqu'un, limite un enfant TDA avec un léger TDA pourrait se supplémenter en nootropique naturel, puis il n'y aurait pas de médication, prescription à prendre. Fait que c'est pas un supplément encore là essentiel, vraiment pas, mais des fois, c'est le fun d'essayer des petits trucs comme ça. Fait que si jamais vous voulez essayer les nootropiques, ça fait quand même une bonne différence. Y a-t-il des questions par rapport aux suppléments, aux catégories de suppléments? Ou certains suppléments, vous n'étiez pas sûr, vous avez entendu parler de, peut-être? Le zinc, qu'est-ce que ça fait exactement aussi? Le zinc va aider beaucoup au niveau de la production hormonale, au niveau du système endocrinien et au niveau du système immunitaire. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a parlé même? OK, c'est là-bas. C'est bon. C'est ce qui va aider beaucoup. Ensuite de ça, je vais en parler tantôt, mais faire attention aux souches que vous utilisez. Ça, c'est qui va avoir aussi une importance. Tu penses quoi des jujubes et des cafés qui font faire caca? Qui font faire caca? Ouais, c'est ça. J'ai vu ça sur les internets hier. Les fameux cafés qui font perdre du poids, là, puis les jujubes magiques qui enlèvent la... Pour faire maigrir. Ça fait maigrir, ça l'enlève. Les jujubes qui ciblent le gras de bras et le gras de ventre, là, c'est du marketing. Là. Ça, c'est ce qu'on appelle du sneaky marketing. Là. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Tu ne peux pas localiser une perte de gras. Moi, ce que je trouve ridicule de ça, c'est que c'est trop bonbon pour l'enfant. Je trouve ça très dangereux de faire ça. En 100%. Puis là, il y en a beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu parler du vinaigre d'acide à prendre le matin, puis là, ça fait baisser de la glycémie, puis ça aide bien les affaires. Puis là, le monde n'aimait pas prendre des shots de vinaigre d'acide, parce qu'on s'entend, c'est dégueulasse, prendre des shots de vinaigre. Ils ont sorti des jujubes au vinaigre d'acide. Il y a pas même, non? Ben, c'est parce qu'il n'y a pas de vinaigre dedans. C'est sucré.
Fait qu'il y a une petite partie vinaigre, mais c'est sucré. Fait que tu sais, tout ce qui est jujube, supplément en jujube, pour vrai, il y a une grosse compagnie, le Suku, je pense, là, S-U-K-U, là. Je pense qu'ils ont tous fait les suppléments qui se pouvaient, magnésium, zinc, tout ça, en jujube. Mais tu sais, la portion d'agent actif dedans, c'est tellement ridicule, ça vaut même pas le prendre. Puis souvent, c'est des suppléments de pas super bonne qualité, là. Fait que juste faire attention à ça. Puis ça me fait penser aussi, café, c'est populaire en ce moment, le lavage au café. Ouais. Ouais. Il y en a beaucoup qui font ça présentement, là, c'est popularisé là, sur Internet, là, de se faire des lavages au café. Attends, c'est quasiment dangereux, là. Ça peut être très dangereux, là. Non, mais peux-tu expliquer la méthode? Parce que moi, si tu m'avais dit ça, j'aurais. OK, lavage au café, on se fait une carafe de café, on se rentre un tube dans le numéro 0, puis on vide le café. Puis là, on reste les jambes dans les airs pendant... il y a un temps à respecter, là, puis après ça, il faut se flipper sa toilette, puis se vider. Oui, c'est popularisé en ce moment pour une meilleure santé digestive, puis enlever les bactéries. Mais le corps a besoin de bactéries pour bien digérer. Mais c'était une petite parenthèse, mais parce que c'est popularisé en ce moment là, sur Internet, les lavages au café. Mais c'est très dangereux à faire. C'est à faire par des professionnels uniquement, sous certaines conditions. Puis je sais pas, ça peut être quoi les bénéfices pour être frais, mais j'ai pas étudié les lavages au café. Je sais pas, mais ça doit rentrer au poste, la caféine. Probablement qu'il faut utiliser du café décaféiné parce que... pense pas. Là, c'est une bonne séance pour faire de l'overdose, ça, là. Après ça, au niveau de la qualité des suppléments, c'est important qu'on en parle parce qu'il y a différents prix sur les suppléments, puis il y a vraiment une importance. Je vais donner un exemple ici, le Trimag qu'on a en avant, qui est 27,99 $. Puis ça, c'est du magnésium oxyde que j'ai trouvé sur Amazon à 11,99 $. C'est quoi la principale différence? Le corps, ici, on a 3 souches de magnésium différentes qui vont être assimilées, qui vont être utiles. Le magnésium oxyde, c'est une source de magnésium qui est toxique pour le corps. Donc, qui va être utilisé, en fait, qui va être non assimilé et rejeté. Pourquoi le gouvernement parlait à ça? Autant juste pour des bases? En fait, si on regarde sur celui-là, il n'y a probablement même pas de NPN, donc il n'est pas autorisé par Santé Canada. Mais il est vendu. Il est vendu. On a le droit de vendre des suppléments. Puis probablement que si on regarde sur la bouteille, il est peut-être marqué pour recherche seulement. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Il y a bien des affaires qui sont un peu des zones grises au Québec. Non, je pense que de plus en plus, on commence à le savoir. Puis c'est pas non plus parce qu'il y a un NPN que c'est un bon produit. Fait que c'est ça qui est poche. Parce que on peut dire, OK, il y a un NPN qui est un numéro de produit, je ne sais pas c'est quoi la définition, là, qui est comme autorisé par Santé Canada, c'est Santé Canada qui délivre les NPN, mais c'est pas parce qu'il y a un NPN que c'est un bon produit. Parce que c'est très facile de copier des NPN. Fait qu'il faut faire attention à ça. Fait que le magnésium oxyde va n'avoir aucun bénéfice au niveau du corps. Aucun. Le corps va juste le rejeter. Puis limite, ça peut causer des problèmes digestifs. Versus un magnésium à 27,99 que le corps va vraiment utiliser. De là, la grosse différence. Lequel est le bon? Parce que je vois à gauche, c'est l'huile de poisson, même. Oui, ça, c'est une autre comparaison. OK. Ça, ici, on irait clairement avec le magnésium. OK. Après ça, deuxième comparaison que j'ai faite. Oméga 3 Jameson, Oméga 3 NIH. Ce qui est important au niveau de l'Oméga 3, c'est de regarder les agents actifs, EPA, DHA. Là, vous le voyez peut-être pas très bien, mais ici, EPA, on a 420 mg, puis DHA, on a 280 mg par capsule. Ce qui veut dire qu'on a un 700 mg d'agent actif par capsule. Capsule d'Oméga 3, si vous n'avez pas vu ça, c'est à peu près gros comme ça. C'est assez gros. Ici, dans 5 ml, une cuillère à thé, on va avoir 1900 mg de EPA et 950 mg de DHA. Ce qui fait un... Versus 280. Versus, c'est ça. T'sais, là, ici, on a un 700 mg d'agent actif. Là, on va avoir un 2850 mg d'agent actif. Donc ici, pour avoir la même quantité que là, il faudrait prendre comme 4 capsules par jour. C'est assez des grosses capsules. Oui, elle va coûter un petit peu moins cher, sauf que au final, elle va revenir pas mal plus cher que là. Fait que c'est ça qui est important de venir regarder sur votre oméga 3. Là, j'ai fait exprès. J'allais chercher l'oméga 3. J'ai comme leur oméga 3 plus supérieur, je sais pas quoi, ils ont comme 3 noms. Là. Ils ont 8 oméga 3 différentes sur leur site web. Puis celle-là est faite avec des sardines, puis des anchois et du maquereau. Qui n'est pas faite à base de saumon, ce qui est quand même bien. J'aurais pu prendre une des pires, qui est l'oméga 3 du Costco, les gros pots Kirkland. Là.
Pourquoi je dis une des pires? C'est qu'un oméga 3, c'est un acide gras polyinsaturé, on l'a vu tantôt. Les acides gras polyinsaturés, c'est des acides gras qui sont très fragiles à la chaleur et à la lumière. Et un oméga 3 qui est dit oxydé va donner un acide gras trans. Donc, les pots de Kirkland à 15$ pour comme 800 capsules, en dessous de la lumière, dans un pot transparent, c'est pas l'idéal, mettons. Fait que là, si l'oméga 3 vient oxyder, ben ça va faire un acide gras trans, fait que la personne va s'enfiler des capsules d'acide gras trans. C'est pour ça que pas le top niveau, mettons, les suppléments Kirkland. Donc, quand vous avez acheté des suppléments, au moins aller dans un Popeye, Shop Santé, sur place ici, tu sais, des choses comme ça, mais dans des boutiques spécialisées pour ça et non dans les pharmacies ou dans les magasins de grande surface, c'est une des pires places pour acheter des suppléments. Je pense même que Jameson doit faire du magnésium oxyde. Je suis pas mal sûr. Maintenant, time to share. Donc, ce que je veux qu'on fasse, c'est que vous allez partager des difficultés, situations problématiques que vous avez vécues au niveau de la nutrition, puis on va trouver des options, puis on va trouver des solutions. Qui start? Moi? Oui. Je pense que c'est une nouvelle, là. Puis c'est des recettes. Peut-être des aliments pourraient remplacer. C'est comme de la viande. Je ne suis pas une grosse mangeuse de viande, mais là, j'en mange un petit. Oui. C'est quelque chose qui pourrait remplacer des fois, là, ou c'est pas ça vraiment. Poisson, fruits de mer. Je ne mange pas de poisson, je mange des crevettes. OK. Du poisson, non. Ben, je mange du thon en canne. Thon en canne, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas un problème. Thon en canne dans l'eau tant que possible, au lieu dans l'huile, parce que ça va rajouter quand même beaucoup de calories. Mais comme on l'a vu, au niveau de la qualité des protéines animales versus végétales, on est vraiment mieux d'y aller sur de l'animal que de la végétale au niveau de la composition. Il peut en avoir, par exemple, une fois de temps en temps de la végétale, c'est pas un problème. Tu veux dire, parce que les végétaliens vont manger beaucoup de pois chiches. C'est ça, tu sais, si, mettons, une fois de temps en temps, c'est une salade de pois chiches. Si, par contre, on fait une salade de pois chiches, moi, je dirais d'inclure d'autres légumineuses. Des fèves rouges, des fèves blanches, des choses comme ça, pour encore là, aller varier certains profils d'acides aminés, puis venir la compléter le plus possible. Ça répond un peu à la question? Ah oui, Ouais. ça aide un peu. Quand tu fais cuire des œufs, beurre, ou huile, n'importe quoi, tout sauf. C'est trop un... Voilà. Tout sauf margarine. Encore là, c'est trop un micro-détail. C'est pas un micro-détail pour quelqu'un qui s'en va en compétition. Mais là, présentement, tant que la variable reste la même, il n'y aura pas de problème. Fait que c'est sûr que si une fois c'est 2 cuillères à soupe de beurre, une fois c'est un spray de PAM, puis l'autre fois c'est 3 cuillères à soupe d'huile, là, il va y avoir une variable. Il faut peut-être faire attention. Mais si c'est tout le temps la même variable, il n'y aura pas de problème. Moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé, Oui. tu sais, avant, on se faisait dire, il faut que tu manges moins, il faut que tu manges plein de fruits, plein de légumes. Oui. Puis, tu sais, dépasse pas 1300 calories parce que là, tu vas prendre du poids. Il me semble que tu m'as sorti de ces mythes-là. Oui. Tu sais, là, tu me dis mange parce que ça ne marchera pas ton affaire, tu sais. Mm-hmm. Mais... On va manger, puis on a faim. Je mange, je demande, ça ne va pas sortir. Oui, mais ça, c'est normal au début. Le corps va s'adapter over time. Puis... Tu manger un peu quand tu as une écœurite, arrêter puis remanger une demi-heure. Oui. Oui. Tu sais, ce qui est important, c'est de manger la totalité dans la journée. Moi-même, des fois encore, je le fais, je mange, puis il reste 3 bouchées, puis les 3 bouchées, ça rentre pas. Là. Si je les mange, je vais vomir, fait que je le remets dans mon autre plat, puis je vais le remanger 2 heures après, puis tu sais, ça va être correct. Là. Des fois, je le repousse encore un peu, puis là, arrivé à la fin de la journée, ben il faut que ça rentre. Je suis contente de savoir ça, parce que, comme elle dit, à un moment donné, c'est beaucoup. Là. Oui, mais le corps va s'adapter beaucoup. Okay. Beaucoup. Encore une fois, l'adaptation métabolique over time va se faire, puis à un moment donné, ça va embarquer. Ça ne prendra pas 2 jours, ça ne prendra pas 2 semaines, ça peut prendre plus de temps. Mais le métabolisme va s'engendrer, puis va changer. Tu mets toujours poulet, dinde, ça peut être du bœuf. Ah oui, c'est vraiment la protéine que tu veux, ça, il n'y a pas de problème. En principe, c'est marqué dans les notes. Il va y avoir une différence. La réalité, c'est qu'il y a une différence entre, mettons, de la poitrine de poulet puis un steak. Il va y avoir une différence au niveau des calories. Par contre, moi, je regarde au niveau de la semaine. Si tu as mangé 2 fois du steak puis 3 fois du poulet, au niveau de après ça,
On va avoir une moyenne qui va se faire dans la semaine, puis elle va être bien correcte. Car là, si oui, on s'en est sur un stage de compétition, là, c'est différent, l'approche est différente. Mais pour quelqu'un qui veut juste adapter des nouvelles habitudes de vie, puis retrouver une bonne santé, puis même performer à un certain niveau sans être un athlète professionnel, il n'y a pas vraiment de différence. Puis pour vrai, vous allez vous habituer, parce que moi, quand j'ai commencé le coaching avec Alexis, là, je mangeais peut-être même pas 1000 calories par jour. Puis je suis rendue à 2005, puis j'ai faim. J'ai hâte qu'ils m'en rajoutent des calories. Fait on dirait que tu t'habitues à... Pareil comme l'eau, c'est rendu, j'avais de la misère avant, je buvais juste du jus, juste du lait, puis à faire 3 litres minimum. On dirait que c'est une habitude. Oui, effectivement. Fait que ça devient moins difficile. Excusez. Bon, tu sais, plus de masse musculaire, tu vas aussi de varier, mettons, poulet, viande rouge, parce que dans la viande rouge, il y a de la B12, il y a de la créatine. Oui. Par contre, tu sais, mettons en termes de créatine que tu vas aller chercher dans la viande rouge, parce que on a parlé de supplément de créatine tantôt, la plus grande source naturelle de créatine va être dans la viande rouge. La quantité de créatine que tu vas aller chercher dans la viande rouge est très minime. Encore moins, ben tu sais, dans ton cas, I guess tu manges la viande que ton père y fait, là. Fait que c'est un peu plus de qualité. Mais tu sais, si on achète, mettons, des steaks à l'épicerie, la viande est plus ou moins de bonne qualité. Fait que la quantité de créatine que tu vas chercher là, elle n'aura pas extrêmement beaucoup d'incidence. Mais si tu veux de la viande rouge, tu peux aussi faire aller au boucher. Oui, 100%. 100%. Mon père, au Saint-Commerce, C'est sur Saint-Lauda, à Sainte-Brigitte. À Sainte-Brigide. Fait que c'est sûr que, tu sais, d'aller dans des... Oui, la viande va être un petit peu plus chère, sauf que la qualité, après ça, va en découler, là. J'ai une question parce que justement, Ouais. l'autre qui disait justement, là, je suis rendu au même point qu'elle, qui a dit, là, je mange 2500 calories puis j'ai encore faim. Est-ce que tu es mieux de manger plus, mais les mêmes aliments prévus, ou tu restes stické sur ton plan? Ça dépend. Ah, ouais. C'est- La fameuse réponse, ça dépend. Il va y avoir une réponse pour chaque situation. Pourquoi présentement à la fin? Parce qu'on faisait une prise de masse, son pourcentage de gras a augmenté un petit peu, fait que là, on va faire une mini-cote qu'on appelle de 4 à 8 semaines, tout dépendant comment ça se passe, puis après ça, on va remonter les calories. Fait que présentement, ça ne me dérange pas qu'à la fin, puis c'est ça le but pour qu'elle diminue un petit peu son pourcentage de gras. Quelqu'un qui est en train, tu sais, ce qu'on a fait pas mal avec tout le monde, là, un reverse diet au début, tu sais, de commencer plus bas puis de monter tranquillement. Tout dépendant, c'est quoi l'objectif présentement, on en est où par rapport aux calories de base. Là, ce serait peut-être de manger un peu plus, puis après ça, de redescendre. OK. Mais là, je pense qu'on vient d'augmenter tes calories, non? Non, on n'a pas augmenté. On n'a pas augmenté. Ça fait Ouais. des mois, en fait. Oui. Parce que c'est ça, ça va dépendre de la situation. Là, il y avait eu plusieurs, tu sais, on s'en était parlé. C'est ça. J'en parle tantôt, là. C'est ça. Fait que, c'est pour ça que je dis ça dépend. Si oui, on a plus faim, ce qui va être à privilégier, c'est manger plus de protéines, plus de légumes. Les légumes, c'est à volonté, là. Fait que, tu sais, quelqu'un, mettons, qui est en cote, je vais lui manger, il mange 2-3 tasses de légumes par repas, puis, tu sais, ça va bien aller, là. Ça va... c'est les légumes, c'est n'importe quel, il n'y en a pas à éviter. Ça va dépendre de la personne. Encore là, ça dépend. Il faut juste être attentif à notre réaction face aux légumes. Donc, mettons que je mange un repas, je suis un peu plus ballonné, j'ai des gaz. C'est quoi les légumes que j'ai mangés avant? Portez attention. Après ça, on refait un test. OK, mettons que c'est un mélange de légumes, bien, je vais en manger juste un, voir si c'était tout seul là. Par expérience, qu'est-ce qui est brocoli, famille de choux, va être un petit peu plus dur à digérer. Laitue aussi. Avec tout ce qui est laitue, en fait, là, ça va être un petit peu plus dur à digérer pour pas mal de monde. C'est ce que j'ai observé là, de manière générale. Tu penses pas du monde qui dit qu'il faut juste manger des légumes verts? Ouais, ça n'a pas d'importance. Mangez les légumes que vous voulez. C'est vrai que pour éviter les carottes, c'est bourré de sucre. Encore là, ça, c'est un micro-détail. Ça vient de keto parce que la quantité de sucre dans une carotte est un peu plus élevée. Mais tu sais, il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas d'incidence. Ça va être correct. Quand t'as pas le temps de manger une collation, deux collations, c'est passer différentes choses dans la journée, t'as pas le temps. C'est quoi tu fais? Es-tu mieux de dire bon, à mon souper ou peu importe un autre repas que tu viens augmenter pour compenser? Mais là, comment tu le transformes? Ce qui est important encore là, c'est de manger le total des calories en journée. Fait que peu importe comment tu vas t'y prendre, la façon la plus facile pour toi. Fait que mettons qu'il te manque bien des protéines dans ta journée, c'est sûr que boire un shake, ça va être
plus facile que de manger 2 poitrines de poulet de plus, exemple. Ça pourrait être de manger tes collations, ça pourrait être d'augmenter tes repas. Puis dans une situation comme ça, moi, je regarderais c'est quoi les calories que j'ai dans ma collation qu'il faut que je rajoute. Si c'est protéines, glucides, ben OK, si tu as 200 grammes de viande déjà à ton repas, c'est tough de manger 400 grammes de viande dans un repas. Donc, je te dirais peut-être rajouter un shake, augmente ta quantité de glucides, tout dépendant de comment tu as faim. Peut-être des fois d'aller chercher des aliments aussi plus hauts en glucides, plus hauts en calories, pour rattraper tes calories plus rapidement. Tu sais, si mettons, je sais pas, moi, tu avais 4 galettes de riz à manger, ce qui va être environ 140 calories, mange 2 toasts ou une toast, tout dépendant du pain, puis tu vas avoir reach les calories beaucoup plus rapidement en mangeant moins gros de volume. Quand tu as une grosse journée, peu importe un tournoi ou Ouais. marathon, peu importe, tu manges-tu quand même la même chose ou tu viens chercher un petit peu plus de glucides? Je sais pas. Tout dépendant, c'est quoi l'événement, il va falloir que tu joues. Si c'est un marathon, tu ne pourras pas manger autant parce que tu ne veux pas courir le ventre plein. Fait qu'il va falloir que tu ailles chercher beaucoup plus de calories liquides, encore là, plus de sucre rapide, tu sais, des choses que tu as moins de volume et plus de calories. Si c'est mettons, des tournois de volley sur toute la journée, tournois de deck, tu peux manger la même chose. Il va juste falloir voir comment tu t'organises durant la journée. C'est ça qui est top. Ouais. Les bons ne sont pas nécessairement adaptés pour C'est ça. manger le repas complet parce que là, c'est comme Ouais. trop. Fait que si c'est trop, mettons que ça commence, je sais pas, à 11 heures, ben le matin, je packerais quand même beaucoup. Je me lèverais peut-être un peu plus tôt pour manger, plus. Durant la journée, je garderais plus des collations, des repas rapides, glucides en poudre, des choses comme ça. Tu sais, mettons un petit griot, des choses comme ça, un peu plus caloriques, plus rapides. Puis à la fin de la journée, là, je rentrais le maximum de calories que je peux. Comme un petit peu, là, c'est un peu le même principe que les hommes forts. Tu sais, quand ils s'en vont en compétition, eux autres, c'est une journée de compétition. Puis ils peuvent perdre 20 livres dans une journée parce qu'ils ne mangent pas un 12 000 calories, mais ils vont packer le plus possible la veille, le matin même. Durant la journée, ils vont garder ça un peu plus smooth. Puis le soir, c'est là qu'ils vont manger le plus possible. Quand on cuisine, on fait une collation, Ouais. qu'est-ce qu'on devrait s'assurer de calculer? Tu sais, maintenant, je fais, comme la semaine passée, j'ai fait des petits carottes. J'ai calculé juste la farine, l'huile, puis le gruyère, ben, l'avoine dedans. Ouais. Le glucide, Ouais. gras. J'ai calculé juste ça. Ben, tu veux dire. Ben, tu sais, pour intégrer ça dans ma journée, si OK. maintenant je vais en prendre, Ouais. je compte ça comme un pain. Oui, ben moi, je calculerais pas mal tout, dans le sens que, tu sais, je l'ai fait là, avec une recette de muffin, je pense qu'on a fait ça, right? Tu sais, je calculerais, mettons, j'ai 2 tasses de farine, OK, j'ai combien de calories, protéines, lipides, glucides. Puis là, je fais l'addition totale. Après ça, je vais faire mes biscuits. Je vais faire, OK, mettons, j'avais 3000 calories, puis là, j'ai fait 10 biscuits, ben c'est 300 calories par biscuit. OK, tu ne vas pas dans le détail de Ben, tu pourrais. tant de glucides. Tu pourrais. Fait que, tu sais, si, mettons, tu as 3000 calories totales, puis il y avait 300 grammes de protéines totales, ben là, tu as 30 grammes de protéines par biscuit. Tu sais, je dis vraiment des chiffres au hasard, là, mais 30 grammes de protéines par biscuit, il y a de la protéine dans les biscuits, mais en tout cas, tu sais, c'est juste de voir, mettons, c'est ça. Ben, limite, ça pourrait se faire. Ouais. De remplacer une tasse de farine par une tasse presque de protéines, ça pourrait presque se faire. Je garantis pas le... Oui, c'est ça. C'est vraiment au niveau du dosage. Mais tu sais, juste de calculer le total, puis après ça, tu divises par le nombre de biscuits total. Tu vas avoir vraiment tes valeurs nutritives là, par biscuit. J'aime bien le Ouais. Justement, son dernier livre, c'est plein de meal prep. Ouais. Mais tu sais, là, des fois, c'est dur de se casser la tête de dire, OK, là, il va falloir que j'ajuste tout pour être sûr d'avoir mes protéines, puis tout, mais c'est mieux de juste regarder parce qu'il met tous les détails en plus de ces plats, là, genre Ouais. en calories, Ouais. glucides et tout. Fait que c'est mieux d'essayer de prendre des recettes qui ressemblent. Pas nécessairement. Tu sais, tu peux l'adapter en conséquence. As-tu une idée recette en tête, mettons? Non. T'as pas de... tu sais, mettons que je... Qu'est-ce qu'il fait comme recette, j'ai? Tout, là, autant avec viande, pas de viande, qui est vraiment Ouais. varié. C'est juste que des fois, il va y avoir des meal prep qui vont peut-être être un petit peu plus élevés en lipides, d'autres plus élevés en protéines. Que Ouais. ce que je fais dans mon repas pour chaque repas. Tu sais, je dirais juste de l'adapter. Fait que, tu sais, si, mettons, il fait une recette avec de la viande, il rajoute un peu plus de viande. Aussi simple que ça. Tu sais, au niveau des lipides, c'est un peu plus difficile. Mais qu'est-ce qui est possible aussi de faire? Tu prends les macros qu'ils te donnent, puis
toi, tu les enlèves de ta structure alimentaire de ta journée. Tu sais, sur vos plans, vous avez tout le temps aussi le détail, mettons, tant de calories, tant de protéines, tant de glucides, tant de lipides. Fait qu'après ça, mettons que tu manges un repas un peu plus calorique parce que tu as fait un meal prep du fait cook, tu fais comme, OK, ben, je viens d'enlever ça, le budget calorique, qu'est-ce que je peux juste modifier dans ma journée pour venir m'adapter? C'est ça. Au lieu d'adapter la recette au complet, tu adaptes juste de dire, OK, là, j'ai mangé un peu plus, mettons, de lipides ou un peu plus de glucides. Fait que là, je vais juste diminuer d'un peu, puis that's it, là. Fait que c'est de venir moduler les repas en fonction de. Ça demande un peu plus de calcul, ça, c'est sûr. Tu sais, c'est moins de. C'est juste le fun, ça donne vraiment une variété. Ben oui, 100%. Fit cook, ça, c'est sûr, là. Oui, parce Mais- que ça, c'est un gros problème. Si tu plan la lettre, puis là, tu n'as pas de variété parce que Ouais. cook, là. Fait que là, c'est comme ça pour varier ça avec tous les paramètres à calculer par la suite. C'est ça. Ça, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que ça, on ne le montre pas au début, parce que c'est facile de se perdre puis de se mélanger dans ce processus-là. Quand que la personne commence à être un peu plus habituée, ça fait quand même longtemps que je suis avec tes macros, Larissa, fait que c'est plus facile de venir adapter. Et on a aussi les e-books recettes, je ne sais pas si vous les avez téléchargés. Les quoi? Les e-books de recettes. Ah, j'en ai vu un passer. Tu en as vu un passer? OK, je vais te montrer où ils sont, René. Mais c'est de venir juste adapter votre recette à ce que vous avez besoin. Puis, tu sais, c'est vraiment, encore là, c'est de voir justement, mettons, le Fit Cook, puis tout ça, le livre, tu sais, il en fait plein sur Instagram, Facebook. Puis ça donne quand même de bonnes idées, là. OK. Venir s'adapter. Hein. Ouais, peut-être que je suis rendu là parce que là, faire la poitrine de poulet avec le même assaisonnement, c'est Ouais. Mais tu sais, la poitrine de poulet peut devenir aussi, soit une poitrine de poulet barbecue, peut devenir un sauté au poulet. Tu sais, tu coupes le poulet en lanière, tu le fais sauter dans ta poêle avec des épices, tu mets des légumes, tu mets des vermicelles de riz ou de la. J'ai cheveux d'ange dans la tête, là. Ben, c'est vermicelle de riz. Non, c'est vermicelle de riz. C'est pas la même chose. Ah non. Pas la même chose? C'est dans c'est une pâte alimentaire. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Ouais. OK, mais ça, là aussi, c'était Ça différent. prend comme 1 minute à cuire. Ouais, puis c'est moi le cuisinier. OK. Mais c'est ça, tu sais, c'est vraiment de. Tu sais, des fois, je vais me faire, mettons, un pâte de taille pour souper. Mais tu sais, je vais prendre les nouilles de riz. J'ai 250 grammes de riz, c'est combien de calories? Je vais regarder les nouilles de riz. J'ai besoin de combien de grammes de nouilles de riz pour équivaloir mes calories de. Fait que c'est une règle de 3. Fait que les pâtes alimentaires, c'est pas à conseiller. C'est pas à prescrire. Encore là, ma fameuse réponse, ça dépend. Est-ce que tu digères bien tes pâtes alimentaires? Si la réponse est non, je trouverais une alternative. Si la réponse est oui, pas de problème. Des pâtes au lieu du riz, il faut juste calculer quelques calories en conséquence. C'est ça, en plein ça. Puis voir après ça, ma digestion est comment. D'accord. Parce que veut pas, là, ça contient du blé, c'est pas tout le monde qui tolère bien le blé. Puis j'irai pas vers une pâte alimentaire de Barilla, qui est ultra transformée. J'irai vers une pâte alimentaire un peu plus artisanale. Pour les faire maison aussi. 100%. On peut les faire maison. Ça, une pâte alimentaire, c'est pas tellement compliqué à faire. Semoule de blé, eau, puis on a une pâte pauvre. Ça peut être semoule de blé avec des œufs, puis on l'a. C'est pas. Une fois qu'on a une bonne recette, je pourrais en sortir une de pâte alimentaire maison. Au pire, là, c'est pas. OK, parce que là, c'est ça. Je suis rendu à réintégrer justement des pâtes là-dedans, peut-être Ouais. des biscuits là-dedans, puis là, je sais pas comment faire. Ouais. Ça rentre dans le plan. Fait que je dois en varier un peu. Là. Oui. Mais ça, j'ai déjà une recette de muffins déjà standardisée, que j'ai standardisée justement avec Larissa, qui a fait les tests. Et c'est ça, au pire, on peut la rentrer, on la met en option de collation, D'accord. puis tout est calculé. D'accord. Fait que tu sais, c'est de mémoire, t'es comme, faut que tu divises la recette en 8 muffins, puis c'est X calories par muffin. Mais le 8 muffins est important, OK. parce que nous on l'a vraiment standardisé sur 8 muffins. Puis moi, j'ai calculé les calories sur 8 muffins. Fait que si tu le fais en 7 muffins, ben là, les calories viennent de monter, tu sais. Fait que c'est... Tu m'avais déjà dit, si tu as faim, enlève un peu de légumes de ton assiette, Ouais. puis mange tes glucides. Mange les glucides, mange les protéines, mange les lipides. Mange les 3 macronutriments les plus essentiels au départ. Même si les glucides ne sont pas essentiels, vont être beaucoup plus utiles dans ta journée que des légumes. Il faut manger des légumes, c'est important. Vitamines, minéraux, des fibres aussi. Par contre, ils ne vont rien emmener d'intéressant au niveau énergie et composition corporelle. Si à l'inverse, t'as vraiment trop faim que tu te gères plus, Mange des légumes. Augmente les légumes à côté. Ben là, on est peut-être dû pour augmenter tes calories parce que tu as recommencé à faire du sport. Là. oh my god. Fait que là, ben on les a augmentés, non, la semaine passée? C'est pas grave. Ben Isaac les a augmentés. J'ai demandé là, de me Ouais. rappeler ça, parce que, Ouais, avec le sport, ça revenait, mais on se voit la semaine prochaine. ouais. C'est ça. OK. Ah oui, mais là, les occasions et l'alcool, ça, là. Et puis,
tu sais, on n'a pas le choix, j'en parlais avec Alexandra, puis nous, on fait des événements tout le temps, tu sais, ça fait Ouais. partie de notre carrière, tu sais. Ouais. On est entrepreneur, il faut rencontrer du monde. Ouais. Puis il y a toujours d'alcool. Il y a toujours des bouchées, tu contrôles absolument rien à notre mais Ouais. là, ton plan, il n'existe plus. Là. Tu peux OK. plus, Quand tu as un cocktail dînatoire versus un souper, on s'entend, il y a quand même deux. Cocktail dînatoire, mange déjà avant d'y aller. ouais. Parce que quand ils vont passer bouchées, si tu as vraiment faim, tu vas en ramasser plein de bouchées. Si tu as plus ou moins faim ou tu n'as vraiment pas faim parce que tu viens de manger, tu vas peut-être en manger 2 ou 3. C'est comme aller faire l'épicerie le ventre vide. Tu restes en achetant un astic des affaires que tu n'as pas besoin versus si tu y vas après avoir mangé. Ouais. Alcool, mon drink de prédilection, un eau pétillante avec un citron dedans. Tout le monde pense que tu bois du gin tonic. Personne ne te pose de questions. Puis c'est l'eau et citron. Pas de compte à rendre, mais si tu veux avoir la paix, parce que moi, à un moment donné, je me suis écœuré qu'il y a le monde qui me disait pourquoi tu bois pas. Fait que je me prends une eau pétillante avec un citron dedans. Tout le monde pense que je bois du gin tonic. Mais ça a changé pas mal, le monde t'écorpe avec ça. Là. OK. C'est au moins ça, mais c'est juste que c'est bon d'alcool. Ouais. Pourquoi? Là, Qu'est-ce qui est bon? hein? Qu'est-ce que tu aimes dans l'alcool? Le goût. Le goût? OK. Là, ça va être de privilégier certains types d'alcool. Les alcools blancs, OK. fait que gin, vodka, ils vont être moins caloriques. Ah, Parce qu'il y a moins de sucre dedans. Ils disent qu'un Oui. verre de vin rouge par jour, c'est bon pour la peau. Ouais, c'est ça. Ouais, ça dépend des excuses que je me donne, moi, pour avoir. C'est ça. Parce que, tu sais, dans mon cours d'infirmière, ça a été prouvé que c'est vrai, mais c'est pas un verre. Ouais, mais c'est pas le vin rouge qui est bon. Je sais pas c'est le pourquoi raisin. C'est pas le raisin, c'est... là, juste pour faire exprès, j'ai perdu le mot, là. J'ai perdu le terme, là, les sulfites qui peuvent être bons. Ah oui. Ça dépend des personnes. OK. Les sulfites peuvent être bons. Mais l'alcool qu'il y a dedans, non, n'est pas bon. Non, c'est sûr. Pourtant, moi, c'est la sulfite qui reprend qui m'a Ben c'est ça dépend des personnes. Puis il y a une autre, là, il y a une autre molécule dedans dans le vin rouge. J'ai perdu le mot. Tu les phénols? Non. Non. Je m'en rappelle plus. Faudrait que je le retrouve, là. Je pourrais... Mais, tu sais, l'alcool, en tant que tel, n'a aucun bénéfice sur le corps. Aucun. Non, c'est pour l'esprit ici. Encore là, c'est un dépresseur. C'est un dépresseur, l'alcool. D'accord, oui. Juste avec un verre, c'est un dépresseur. Un dépresseur? Oui. Ça va participer à la dépression. Ah, oui. Oui, sur le long terme, l'alcool, c'est un dépresseur. Ça te déshydrate. Puis ça a un gros impact au niveau de la chimie du cerveau. Puis juste un verre d'alcool, excuse, Sur tous les récepteurs qui Ouais. toutes les fonctions. en plein ça. Fait que, encore là, tu peux revenir un petit peu comment faire. À un moment donné, c'est de la discipline personnelle, puis de choisir, puis après ça, de gérer la quantité. Tu sais, est-ce que, mettons, d'aimer l'alcool, je ne sais plus à qui j'avais la discussion. Ah, c'est pas les mêmes, pas toutes les mêmes facteurs, mais la bière et le vin, c'est quand même super bon. Quoi. Oui, c'est sûr. Mais, mettons que tu coupes de moitié ta consommation d'alcool, Ouais. mais tu bois de l'alcool de plus de qualité. Ah, ça, c'est déjà fait. Là. L'alcool, Parfait. c'est bon. Parfait. Parce que, tu sais, souvent, mettons, il y en a qui vont boire plus souvent. Mais, tu sais, mettons, ça peut être de la bière de chez Labatt puis des affaires de même. Ah, exactement. Mais, ou, tu sais, des bouteilles de vin à 15$. Mais si tu coupes de 3/4 ta consommation, puis là, tu prends des bouteilles de vin à 60$, qu'est-ce que tu vas enjoy le plus? Qu'est-ce qui va être mieux pour toi? Mais c'est quoi le permis là, dans une semaine? C'est relatif à chacun. Il y a pas pris du vin, j'ai hâte. Ben, tu sais, ça dépend des personnes. Tu sais, moi, souvent, ce que je conseille, c'est autour de 3 verres par semaine, au maximum. OK, fait que Mais tu sais, les 6 à prendre. Là. non. Ça marche pas de même, malheureusement. Je ne veux pas par une fois par année. Je vais Ça marche pas de même, malheureusement. Mais ça, c'est propre à chacun, puis c'est de voir l'impact aussi que ça va avoir sur le long terme. C'est ça, parce que moi, quand je prends, tu sais, juste une pinte de bière, ça va, il n'y a aucun effet, mais si je prends du vin, par exemple, il y a de l'effet. Voilà. Fait que t'es mieux de prendre de la bière que du vin. Fait que c'est ça, là, je vais selon ce que j'ai observé. C'est ça. Tu sais, ça, c'est propre à chacun. Moi, personnellement, ça fait moins de temps que j'ai pas bu, là, mais les dernières fois que je prenais une bière, là, j'avais le ventre qui venait gros de même, ça passait pas, ça ne marchait pas. Fait que, tu sais, je prenais une bière et je pouvais prendre encore une fois 3-4 livres en une journée. Là. Parce que ça passait pas, ma digestion n'aimait pas ça. C'était-tu au niveau du gluten, c'était-tu, je sais pas. Mais, fait que, encore là, ça... Un verre de vin avec un bon repas, là, parce que moi, dès que j'ai terminé de manger, moi, c'est fini.
C'est ça. Vraiment l'accompagnement, mais Ouais. le vin avec... Fait que tu sais, ça, on en revient un peu à ce que je disais. Si tu bois un petit peu moins souvent, tu peux te permettre de l'alcool plus haut de gamme, entre parenthèses. Des vins un peu plus chers. Fait que là, ce que tu aimes, oui, c'est le vin, mais c'est l'expérience aussi du repas avec le vin. Fait que si tu es capable de te payer un restaurant plus haut de gamme avec un vin plus haut de gamme, ton expérience va juste être mieux que de dire que je prends une coupe de vin et que ça n'a aucune incidence. Tu sais, c'est comme un peu au niveau, mettons, des repas de riches. Quelqu'un qui cheat à chaque jour, il va-tu accorder de dire « Hey, j'ai mangé un biscuit hier, c'était tellement une expérience le fun. » Pas en tout. Versus quelqu'un qui triche un peu moins souvent, mais qui va se payer vraiment un bon resto 1 ou 2 fois par mois, ça va être une expérience qui va rester. Ouais. Qui va se souvenir, qui va avoir plus que qu'est-ce qu'il a payé pour le restaurant en tant que tel, tu sais. Fait que si je mange les burgers 1 fois par semaine au AEW, j'en retire pas bien de satisfaction. Si je vais 1 fois par semaine dans un resto et qu'il va me coûter 200-300$ le souper, je vais en retirer bien plus une grosse satisfaction. Au niveau de la bouffe, mais au niveau de l'expérience vécue aussi. Mais pourtant, les Français, eux autres, ils boivent beaucoup. Ben, c'est sûr qu'en revanche, ils mangent beaucoup plus. Là. Ouais. Mais tu dis, je sais que là, c'est comme toi, t'es vraiment pas anti-alcool, mais presque. Là, c'est beaucoup anti-alcool ces temps-ci. Puis pourtant, je regarde dans les pays, voici sur Metz, l'alcool est quotidien. Tu sais, Ouais. c'est toujours là. Mais ils sont en santé, ils sont minces, tu regardes France, Italie, Grèce, tu sais, c'est ça. Est-ce qu'on a le même mode de vie qu'eux autres? C'est ça l'affaire. C'est ça, il y a une grosse différence. Tu sais, mettons, Très actif. Ben, ils marchent beaucoup. Là. ils marchent beaucoup plus. Tu sais, ils font pas des marathons, mais ils marchent. Ils marchent énormément. Ouais. Tu sais, on regarde, mettons, là, c'était popularisé à un moment donné, la diète méditerranéenne, que c'est surtout des poissons, fruits de mer, très peu de viande. Mais ça vient d'où? De la Méditerranée. On a-tu la même qualité de poisson, fruits de mer que la Méditerranée? Calvaire, on n'est pas en même place, là. Fait que, est-ce que ça s'applique vraiment à nous? Peut-être en Gaspésie. Ah, j'ai la péninsule Ah, acadienne, Gaspésie, puis c'est pas je dirais pas ça. Fait que, c'est ça dépend. Là, encore là, c'est quoi qu'ils mangent en Gaspésie? Du fish and chip. Ben, c'est ça, du poisson salé. Puis, Ouais. C'est ça. des Tu cochonneries. des crevettes en Gaspésie, tu jettes des crevettes ici. Non, c'est ça, c'est très différent. Fait que c'est de voir aussi le contexte économique, le contexte social, le contexte de la vie. Tu sais, tout ça va avoir une incidence. Là. Comment c'est transformé là-bas, c'est. En plein ça. En plein ça. Fait que ça dépend. Puis encore là, le vin peut être bon, mais c'est de voir l'impact aussi que ça a. Parce que ce que je trouve avec l'alcool, puis ce que je trouve qui n'est pas assez popularisé, tu sais, l'alcool, pourquoi l'alcool, c'est vendu librement comme ça, mais pas le tabac? Pourquoi il y a autant de restrictions sur le tabac, mais pas sur l'alcool? Juste pour le social. Moi, je pense que parce que le gouvernement fait une méchante belle cote sur... C'est le gouvernement qui gère l'alcool. C'est le gouvernement qui gère le tabac. Aussi, ouais. Mais le tabac, c'est sûr que là, le tabac, on a dit que ça fait des effets incroyables, mais l'alcool aussi par certaines personnes. Oui. Mais pourquoi il y a moins? Sur l'alcool, tout ce que ça peut faire, puis c'est épeurant. C'est très épeurant ce que ça fait. Puis ça brise Il y en a qui pas du mal. genre. Ah oui, il y en a qui font ça. Mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas tout le monde. Mais tu sais, le tabac, c'est pas tout le monde non plus. Ah non, ça, j'ai vraiment des questions. Le tabac, il y a des gens qui le tolèrent bien. Et tabac, Oui. là, je t'en arrête cigarette, puis je vais te dire là, que moi, je le tolère à la cigarette. Mais, puis, tu sais, c'est drôle parce que C'est comme tellement. récemment, l'alcool aussi. Mais, par contre, la différence, puis c'est drôle parce que j'ai regardé ça il n'y a pas si longtemps. Là. J'ai regardé le nombre de morts par année dû au tabac versus l'alcool. Ok. Le tabac, c'est une affaire de comme 40 000 ou 50 000 personnes par année qui décédaient du tabac. Au Canada, l'alcool, c'est autour d'un 15-16 000. Ok. Il y a une bonne différence. Mais après ça, on regarde les habitudes de consommation. Combien de personnes qui s'allument une clope en se levant le matin? Il y en a énormément. Combien de personnes qui fument en travaillant dans la journée? Il y en a énormément. L'alcool, non. C'est après tes heures de C'est après tes heures de travail. Donc, la consommation est moins grande parce que c'est pas accepté de boire, avoir une bière au volant. Parce que là, ça va avoir un impact sur la capacité. Fait qu'il y a un petit peu moins de morts à cause de ça. Mais au final, si les gens consommaient autant d'alcool qu'ils consomment de tabac, ça serait quoi? Ah là, ça serait atroce. Ça serait atroce. Fait qu'au final, ça a le même impact.
Mais là, on ne peut pas le prouver, puis là, c'est vraiment une opinion personnelle, puis une observation personnelle que je partage. Mais ça serait quoi l'impact? Ça serait probablement énorme. C'est pour ça qu'il disait que la vapoteuse était pire que la cigarette, parce que le monde sortait, il y avait des centres d'achat, il y avait dans. Mais c'est ça. La vapoteuse, ça, c'est l'autre Ça sent pas affaire. la nicotine, ça sent pas la cigarette, fait que le monde vapotait dans le Puis t'as pas à l'allumer. Puis le nombre de puffs qu'il prenait, contrairement à quelqu'un qui fume une cigarette qui écrase, puis il disait c'est fini, moi je m'en vais faire mes affaires. Mais l'autre, la vapoteuse, le 24 heures. Fait que ce que j'ai de la misère avec l'alcool, c'est que c'est socialement accepté, puis c'est socialement minimisé, alors qu'il y a autant d'impact. Mais que le gouvernement, prenez un verre de vin par jour, ça tient le docteur éloigné. Les restaurateurs, eux autres et tout ça, ils font ça parce que c'est avec ça qu'ils font l'argent. Ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais, fait que c'est... Pas la responsabilité de ces parties-là qui a bu des gros bouteilles de vin. Là. Oui, mais après ça, comment qu'on fait pour juger, tu sais? C'est... Tu sais, c'est ça, rendu là, on est dans un autre débat, mais ça, moi, c'est ce que j'appelle la responsabilisation, là. Fait que... C'est les maris qui sont responsables des personnes qui consomment. Ah oui? Ouais. Fait que, tu sais, ça, c'est une autre discussion, mais, tu sais, pour en revenir sur l'alcool, c'est plus le fait que c'est minimisé et que souvent c'est popularisé, encouragé, mais qu'alors qu'il y a autant d'impacts négatifs, mais qu'ils ne sont pas mis de l'avant. Ou très peu mis de l'avant. Mais il y a plus d'annonces de mocktails. Puis ça, je trouve De ça- plus en plus. Il y a une vague. Il y a une vague. J'espère que Mais, tu ça sais, ça serait juste de sensibiliser, c'est quoi les impacts de l'alcool sur une personne. Tu sais, au niveau du sommeil, ça va avoir un gros impact. Là. Un verre d'alcool peut scraper une nuit de sommeil. Un verre peut va scraper une... être bien, j'espère. Peu importe l'alcool. Dès qu'on consomme de l'alcool, peut impacter le niveau du sommeil. C'est vrai parce que tu es fatigué, tu dors bien sur le coup, mais tu dors moins, tu tombes moins dans ta zone. C'est pas un sommeil de qualité. C'est comme... Tu te réveilles et tu es ouais, actif. c'est comme le cannabis. Il y a combien de personnes qui consomment du cannabis pour avoir un meilleur sommeil? Mais au final, ils s'endorment plus rapidement, mais le sommeil, ils ne tombent pas en sommeil profond. Ils sont plus en sommeil paradoxal, ils se reposent moins, c'est un sommeil de moins bonne qualité. En tout cas, entre le verre de vin et les écrans, moi, les écrans ont bien plus d'effet sur la qualité de sommeil. Oui, 100 Ça, en tout cas, ça a un énorme impact aussi. ben oui. Un énorme impact. Ça dépend aussi de ce que tu fais au niveau des écrans. Tu sais, mettons quelqu'un qui écoute un documentaire sur les animaux versus quelqu'un qui va travailler ou écouter un film d'horreur ou gamer, va avoir une différence aussi. Mais écoute, je viens d'acheter des nouvelles lunettes, moi, puis Ouais. maintenant, là, tu as Blue Blocker, là. pour éviter l'effet Ouais. négatif. Ça, c'est la... Ça, ben, il y a aussi, il y a ça Night Vision, je pense, Night Shift. Sur ton ordinateur, oui. Ouais. Mais surtout, toi qui travailles beaucoup à l'ordinateur, il y a des lunettes, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Ça vaut quand même un 150-200$, mais elles sont rouges. Fait que si tu travailles le soir, ça bloque à 100% la lumière bleue, au lieu des lunettes à comme 30$ sur Amazon, que c'est correct, mais c'est pas super. Mais ça fait vraiment une bonne différence au niveau des écrans. Tu pourrais même les porter en journée, tu aurais moins d'impact au niveau des yeux. Il faudrait que je retrouve, là, c'est quoi le nom. Là. C'est un docteur au niveau du sommeil, spécialisé en sommeil, qui a développé ces lunettes-là là, au Québec. Ok. Au Québec. Mais comme je te dis, c'est à peu près un 150-200$ de mémoire. Ouais, je prends pas de lunettes en partant. Ben c'est ça, là, c'est vraiment juste, tu sais, il n'y a pas de vision. Ok. C'est vraiment juste pour au niveau des écrans D'accord. protégés. Y a-t-il autre chose? Moi, j'ai Ouais. de la pensée, là. Le métabolisme de base, à un moment Ouais. donné, là, ça doit, tu dois atteindre un plateau ou tu peux tout le temps comme l'augmenter. Ça peut tout le temps augmenter. Ah ouais. Ça peut tout le temps augmenter. Ça dépend, c'est sûr que ça peut augmenter avec le nombre de calories. À un moment donné, c'est sûr que ça va plafonner si la condition physique ne suit pas. Mais tu sais, si la condition physique suit et que le métabolisme augmente, ça va augmenter. Tu sais, c'est comme les hommes forts, je parlais d'hommes forts tantôt, qui vont manger 10-12 000 calories par jour. Leur métabolisme s'est rendu là. Est-ce que c'est tout le monde qui peut se rendre là? Moi, je mange 10 000 calories demain matin et premièrement, je ne sais même pas si je vais être capable. Deuxièmement, je risque de prendre du poids pas pire puis être pas mal plus gras qu'eux autres. Mais parce que je ne suis pas rendu là, puis est-ce que mon but c'est de me rendre là? Pas en tout. Là. Mais ça dépend. Mais c'est rendu 12 000 calories par jour. Aller au-dessus de ça, ça doit être difficile. Ça va être difficile. En règle générale, une femme, on s'attend à quoi? Tu sais, autour d'un 2000-2500 calories, de manière générale, quelqu'un qui est plus ou moins sportif dans le sens qu'il ne fait pas du sport à chaque jour,
peut être un target intéressant. Peut être un target intéressant. Ça dépend aussi, encore là, de la personne. Tu sais, je veux dire, une femme qui est grande comme ça, ou une femme qui est grande comme ça va avoir un impact, même s'ils font la même quantité de sport. Tu sais. Le métabolisme, la personne qui est plus grande va consommer plus de calories aussi. That's it? Perfect. Perfect. Bien, merci d'avoir été là, c'est gentil.